Marco, une vidéo du coup sur la dysphorie de genre, le mirage de la transition. Alors, je ne sais pas qui est cette personne qui va parler. Donc, l'idéologie transgenre qui émane de la théorie queer, de la libération des sexes et des genres pousse-t-elle les personnes atteintes de dysphorie de genre vers des remèdes irréversibles et dangereux. Diagnostic trop rapide, bloqueur de puberté, prescription d'hormones très tôt, chirurgie, des transitions souvent lourdes de conséquences, des transitionneurs, des médecins, des sociologues s'inquiètent. L'air déjà sur ces remèdes, des remèdes médicaux au risque appliqués souvent sous le poids émotionnel des passants, sous la chape idéologique de mouvements politiques. Ah, c'est l'objet du livre de Pauline Quillon, journaliste et auteur de l'enquête sur la dysphorie de genre, bien comprendre pour aider les enfants. Donc je suppose que ça va être cette intervenante du coup, Pauline Quillon. Donc on va voir ce que ça va être. Bref. On va commencer, c'est parti. On part du principe qu'il est possible de changer de sexe. Alors, je vais être clair, non. Personne part du principe qu'il est possible de changer de sexe. On peut changer de genre, c'est très différent. Mais non, du moment qu'on ne sera pas capable de greffer ou de créer des sexes artificiels, voilà, de façon stable, non, ce ne sera pas possible de changer de sexe. Mais on peut changer de genre, comme je l'ai dit avant, et ça fait toute la différence. Allez, continuons. Concrètement, il n'est pas possible de changer de sexe. Enfin, il y a énormément de personnes trans pour le dire. De quoi souffrent les personnes qui reviennent de ces détransitionneurs? Elles souffrent quand même toujours de dysphorie. La transition n'a pas réglé leurs problèmes. Elles souffrent toujours de troubles anxieux, de pensées suicidaires. Et... Alors, en fait, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais une transition, c'est lourd, c'est... Voilà, c'est... Enfin, la transition, c'est... on va parler de transition, du coup, qui va être biologique. Ce sont des procédés médicaux. Donc, c'est comme tous les procédés médicaux. Au bout d'un moment, si vous faites la chimiothérapie alors que vous n'avez pas de cancer, ça n'a pas de sens. Donc, si vous faites une transition alors que vous n'avez pas de dysphorie de genre, ça n'a pas de sens, voilà, tout simplement. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui pensaient avoir une dysphorie de genre qui n'en avaient pas, et qui, après la transition, se retrouvent à avoir une dysphorie de genre, et qui se retrouvent, du coup, à avoir les mêmes soucis que les personnes qui font leur transition. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. elles en sont un peu au même point. Et en plus, ce qu'elles disent, c'est qu'elles se sentent coincées entre deux corps. C'est-à-dire qu'elles se sentent dans un corps qui n'est ni l'un ni l'autre, un corps qui parfois ne pourra plus enfanter. Donc c'est des personnes qui tout d'un coup se rendent compte qu'elles ont le désir de devenir parents et ça n'est pas possible. Et donc il y a un deuil, quelque chose à faire, à accepter. C'est extrêmement douloureux. Une adolescence. Oui, mais en fait, on vous le dit, au bout d'un moment... c'est toujours en fait ce chose de trouver c'est qui le responsable, etc. Au bout d'un moment, vous êtes des personnes, surtout les adultes, au bout d'un moment, si vous allez voir des spécialistes et que vous mentez sur vos symptômes, ça ne va pas vous aider au bout d'un moment. Vous voyez, être trans, c'est pas une médaille, c'est pas bien en fait. C'est juste, moi si je fais une transition, c'est que j'ai pas le choix. Et je suis consciente que à cause de ma transition, quand je vais faire ma chirurgie, je ne pourrai plus enfanter. Oui, et ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. C'est ça où je me tue. Donc au bout d'un moment, oui, je préfère rester en vie, oui. Enfin bref, on va parler, mais... Adolescente, par exemple, qui veut aujourd'hui changer de sexe, elle va rester de petite taille, elle va évidemment rester toute fine, elle aura du mal, comme on dit, à passer, puisque l'objectif pour ces personnes-là, c'est de réussir à être identifiées spontanément par autrui comme appartenant au sexe opposé. Oui, ça c'est très important, et puis voilà, bref, on va... Ce qu'on appelle le passing. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas, si vous voulez aller plus loin, à notre offre rejoindre. Si vous faisiez du travail qui serait sourcé et intéressant, ça serait cool, mais bon, bref. À partir de 3,99 € qui nous aide à produire ce journalisme connecté au réel. On reçoit... Connecté au réel. Arrêtez avec vos trucs à la con. Franchement, quand quelqu'un est en train de vous dire « Nous, on sait ce que c'est le réel », c'est vraiment qui essaye de vous mettre à l'envers. Au bout d'un moment...
arrêtez de prendre les gens pour les cons, en fait. Vous voyez, il y a tout le monde, en fait, qui regarde un constat, et puis chacun en tire des conclusions différentes, tu vois. Et donc, peut-être, en fait, qu'au final, personne n'a le réel, mais peut-être que, justement, en combinant les différentes solutions et les différents points de vue, on peut s'approcher du réel, mais se dire oh, bah, moi, je connais le réel, et les autres, ils connaissent pas. C'est ridicule, enfin bref. Toi, aujourd'hui, Pauline Quillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Enquête sur la dysphorie de genre. C'est un essai très fourni avec beaucoup de données. Vous êtes attaché d'abord à définir la dysphorie de genre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'elle est, cette dysphorie de genre ? Alors, le mot dysphorie de genre est un mot qui a été construit assez récemment pour décrire un malaise, ou plutôt une distorsion entre un sexe biologique qu'on dit assigné à la naissance et le sexe ressenti, à savoir le genre. Déjà, ça commence très mal, parce qu'il y a une différence, décidément, elle n'a pas fait... Enfin, elle ne comprend pas la différence entre sexe et genre. Mais, en fait, c'est con, mais là, on parle quand même de base, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de transition, de dysphorie, des trucs comme ça, à chaque fois, je vois les intervenants, ils n'arrivent même pas à comprendre les bases, alors qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, au bout d'un moment, c'est sûr que quand tu sais pas faire la différence entre un neutron et un positron, bah c'est sûr que quand tu veux expliquer pourquoi il y a de la fusion, la fission nucléaire, bah ça va pas aider. C'est pareil pour la dysphorie de genre. On est quand même sur un truc où il y a beaucoup de sources médicales, il y a beaucoup de sources scientifiques, et le sexe et le genre, bah si vous n'arrivez pas à comprendre la différence, bah c'est qu'il y a un problème en fait. Bref, je vais rappeler ce qu'est le sexe et le genre. Le sexe, ça va être du coup l'appareil génital ou la possibilité de faire créer une gamète, donc du coup qui va être, on va lier plutôt le pénis avec le spermatozoïde et le vagin avec l'ovule. Quand on parle de genre, on va parler de l'individu à part entière en fait. Vous voyez, il y a un individu qui a un sexe et il a d'autres caractéristiques. Il va avoir par exemple, est-ce qu'il a par exemple des glandes mammaires, est-ce qu'il a une pilosité faciale, quelle est l'épaisseur de sa peau, bref, on a plein de caractéristiques sexuelles, et c'est grâce, en prenant en compte tous ces caractères sexuels, donc primaires, secondaires, on peut aussi parler de caractères sexuels tertiaires, quand on parle peut-être de comportements innés, bref, c'est le problème avec les comportements, ça va diagnostiquer ce qui est de l'inné, ce qui est de l'acquis, ce qui est un mélange des deux, c'est extrêmement complexe, donc je doute qu'on ait des capacités aujourd'hui, peut-être un jour, de pouvoir déterminer de façon sûre quels seraient des comportements qui seraient innés. Bref, continuons. Et donc c'est cet ensemble qui définit le genre. Et effectivement, on prend en compte le sexe dans le genre, mais c'est nettement plus complexe. Par exemple, là j'ai parlé, parce que effectivement là on va parler surtout de genre biologique, mais par exemple je vais prendre un exemple, c'est si un individu n'a ni vagin ni pénis, c'est d'accord qu'il n'est ni mâle ni femelle, mais il faut bien qu'on le définisse, donc on va le définir, et c'est grâce au genre qu'on va le définir. Cette personne n'a pas de sexe, voilà, donc si on prend juste en compte le caractère sexuel primaire, on peut dire qu'il est asexué, et après on peut affiner le genre, c'est-à-dire que en prenant en compte est-ce qu'il a des glandes mammaires ou pas, donc là on peut dire justement, on peut faire justement préciser, donc on peut avoir deux choix en fait, soit on a une personne qui n'a ni sexe avec des glandes mammaires, une personne qui a ni sexe sans glandes mammaires, donc on va avoir deux genres différents, et en fait c'est comme ça on va retrouver énormément de genres qui sont complètement différents. Bref, ça va aussi pour mâle et femelle. Bref, et donc généralement on essaye plutôt de simplifier avec des groupes qui sont plutôt réduits, donc on va plutôt prendre mâle et femelle parce que ce sont les cas les plus fréquents, c'est ce qui se passe le mieux, c'est ce qui se passe, voilà. Donc mâle, ça va être individu avec un pénis avec des caractères du coup secondaires qui ont été plutôt attribués au mâle, donc pas de glande mammaire, pilosité faciale, plus de testostérone, bref, et de la même chose du côté féminin avec des caractéristiques différentes. Mais il y a d'autres choix, on peut très bien avoir des personnes androgynes, c'est-à-dire une personne qui va avoir un sexe
va avoir un pénis, mais qui va avoir plutôt des caractères secondaires qui sont plutôt typés féminins, ou inversement. Bref. Donc il faut bien comprendre toutes ces nuances, parce que c'est crucial en fait. Et juste se dire, bah, il n'y a que le sexe, bah, c'est complètement faux. C'est comme si, en fait, votre modèle, si vous prenez en compte qu'une seule des variables, alors qu'il y en a des dizaines, voire des centaines, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah, votre conclusion, elle va être faussée. Bref. Il y aurait dysphorie de genre quand la personne vivrait de façon douloureuse cette différence, cette incongruité entre son sexe et son genre. On dit dysphorie de genre, pas dysphorie d'identité sexuelle. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Pourquoi on parle de dysphorie de genre? Est-ce que le terme dysphorie de genre n'est pas déjà un peu militant, Si. orienté? Alors, d'une certaine façon, si, parce qu'il n'y a que du genre. C'est-à-dire que ça efface, évidemment, l'identité sexuée de la personne. Alors, l'identité sexuée, c'est uniquement ce que vous avez dans le pantalon. Le genre, c'est votre individu entier. Voilà, je peux pas faire plus simple. Mais oui, enfin, il y a le genre, mais... En fait, les individus se définissent par le genre, ils se définissent pas uniquement par leur sexe. Ce qui définit une personne, c'est son identité de genre, la façon dont elle se ressent. Et le sexe lui-même, dans cette représentation-là, est pensé comme une construction culturelle, une construction sociale. Voilà. D'accord. Non, c'est encore plein de trucs. C'est très brouillon. Je sais pas qui est cette journaliste, mais visiblement, elle a fait très peu de recherches où elle a demandé des choses à des personnes qui ne connaissaient pas grand-chose, visiblement. Bref, on va avoir le genre qui va être plutôt social, donc avec le sexe. Bref, on va avoir... qu'est-ce que je dis? Le genre biologique, bref, avec le sexe, etc. Et le genre social. Et donc, il y a effectivement une construction sociale du genre, parce que à travers nos temps, etc., on a attribué de façon qui ne sont pas jugées par des faits biologiques. On va prendre par exemple la longueur des cheveux. Notre société a dit que pour être un homme, il faut avoir des cheveux courts, et pour être une femme, il faut avoir des cheveux longs. Mais c'est basé sur rien. Ce n'est pas basé sur quelque chose de scientifique. Il n'y a rien qui dit que les hommes doivent avoir les cheveux courts et les femmes doivent avoir des cheveux longs. Et donc il y a tellement de choses comme ça qui ont été déclarées. Voilà, genre les hommes ne ressentent moins les émotions, etc. Et comme ça, c'est des petites briques en fait qu'on a ajoutées et qui n'ont rien de biologique et qui construisent en fait un genre qu'on attribuerait, qu'on attribue à des choses. Par exemple, on attribue des comportements et des choses à un homme. Voilà. Et donc il y a effectivement une construction sociale et il y a des parts biologiques. Et à chaque fois, en fait, les gens veulent juste se dire, bah, soit c'est biologique, soit c'est social. Bah, la réalité, c'est les deux. C'est qu'il y a... on agit en fonction de notre biologie et en fonction de notre environnement social. Il n'y a pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux, tout le temps. Et donc, quand on définit un genre, on va le définir de façon biologique et donc de façon, on peut dire, voilà, ce qu'on est biologiquement, mais aussi se définir en fonction de comment la société voit les hommes. Et il y a aussi ce filtre, en fait, que la société va former, et donc qui va dire, par exemple, qui va attribuer des comportements, par exemple, les femmes sont plus douces, etc. Et si un homme a un comportement qui va être plutôt assigné en tant que... plutôt assigné un rôle féminin, bah, il va être mal vu. Et donc c'est comme ça en fait qu'on va en mettre en fait tous les hommes dans des moules et qu'on va leur faire ressentir à peu près les mêmes choses. On en voit avec les films, etc. Bref, passons. Alors, si vous le voulez bien, on va s'attacher, comme le début de votre livre le fait, à la question. Donc, on va décortiquer la question de la dysphorie de genre, des diagnostics qui sont faits à des personnes qui en sont atteints. Alors, tout d'abord, à quel moment on a découvert ce trouble de la dysphorie de genre? C'était à peu près à quel moment, à quelle époque qu'on a commencé à parler de ça et qu'on a commencé à le diagnostiquer auprès des gens? Alors, ça a été diagnostiqué, en tout cas, au début du XXe siècle. On a commencé à vraiment en parler avec la naissance, effectivement, d'une science médicale. En réalité, c'est des cas que nous connaissions avant. Et quand on explore la littérature ou les textes de ceux qui pouvaient justement encadrer des... Là, c'est très bien.
elle dit justement que ce n'est pas quelque chose de nouveau et que limite ça a toujours été en fait. Voilà, c'est comme les personnes homosexuelles ou voilà, les attirances sexuelles, ce sont des personnes qui ont toujours existé. C'est juste qu'elles n'étaient pas mises en avant et qu'elles étaient souvent, en fait, elles étaient dans le besoin de se cacher parce que ça plaisait pas en fait. Voilà, les gens aiment bien être uniques, mais pas trop. Des personnes en souffrance, etc., des médecins, eh bien, on relate des faits de personnes qui, effectivement, disent ne pas appartenir au sexe, à leur sexe biologique. Et ça, c'est un fait assez répandu, enfin, en tout cas, qui n'est pas neuf, mais qui a toujours été considéré, du moins en Occident, comme quelque chose de très rare, et qui n'avait pas d'influence, en tout cas, sur la définition ensuite que chacun devait avoir de son propre sexe. C'était pensé sur le régime de l'exception. Quels remèdes ont été proposés à la dysphorie de genre ? Est-ce que ça a toujours été la transition ? Ou bien il y a des médecins qui ont proposé d'autres remèdes que cette transition à la dysphorie de genre ? Est-ce que c'est forcément ce remède-là qui fonctionne ? Alors, c'est un grand sujet de débat, en fait, et c'est un débat interdit, en réalité. Débat interdit ? Oh non, vous n'allez pas me faire le truc de la censure, sérieusement. Ce qu'on se rend compte, c'est que la transition, ça marche en fait. Et qu'aux dernières nouvelles, c'est ce qui marche le mieux en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous regardez dans d'autres civilisations, effectivement, des personnes, on trouve des troisièmes sexes, ou les civilisations, les cultures organisaient des catégories pour justement sociabiliser différemment ces personnes-là. Mais en fait, tout vient du problème ils n'arrivent pas à faire la différence entre sexe et genre. Mon Dieu, ça ferait plaisir juste qu'ils comprennent juste cette différence et je pense que... ils comprendraient mieux comment ça se passe et comment ça marche en fait. Je pense que ces gens sont tellement... n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre sexe et genre parce que pour eux, le sexe et le genre ont toujours été quelque chose qui a été mélangé. Tu vois, un homme a un pénis et une femme a un vagin. Mais c'est nettement plus complexe que ça. Mais tout le problème vient de là, c'est que juste il y a des personnes, c'est que dans la civilisation, on s'est toujours dit qu'il n'y a que deux sexes et qu'il y a que deux façons valables d'être. Mais dans d'autres civilisations, il n'y a jamais eu ce souci parce que déjà, ils avaient peut-être un concept du genre qui était plus avancé. Juste ces personnes se définissaient comme elles voulaient et puis basta. Enfin bref, il n'y avait pas de normes vraiment en vigueur. En Occident, ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, c'était quelque chose de plus interdit, de plus tabou, en tout cas. En Allemagne, au début du XXe siècle, on a commencé à se dire qu'il fallait venir en aide à ces personnes. Et il n'y avait pas vraiment encore la naissance de la psychologie, vraiment, de la psychothérapie. Il y a d'abord eu cette idée incroyable avec la naissance de l'endocrinologie qu'on pouvait changer les corps. Et donc ça a commencé très tôt. La médecine a très tôt envisagé qu'on pouvait régler le problème en transformant le corps. L'endocrinologie, c'est la prise d'hormones, le traitement par des hormones, c'est pour préciser. Mais oui, mais après sinon en fait comment vous... Enfin, c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre en fait ? C'est soit... on essaye de trouver, parce que au bout d'un moment, j'ai vu même des commentaires qui me disaient oui, mais du coup, comme la dysphorie de genre entraîne une dépression, etc., il suffit juste de soigner la dépression. Non, ça marche pas en fait. Parce que vous avez beau essayer de soigner la dépression, mais du moment qu'il y a le souci principal qui est la dysphorie de genre, donc il y a plusieurs choix en fait. Soit on vous dit, vous serez jamais la personne que vous devez être, et donc... c'est con, mais vous allez être sur traitement antidépresseur toute votre vie, ça va être trop cool, ça va être génial. Ou soit on vous propose une transition pour vous permettre d'aller mieux et essayer de vivre comme vous pouvez, quoi. Donc au bout d'un moment, si vous avez un meilleur traitement que la transition, faites-le savoir. Ça a commencé dans les années très tôt. Ça donnait des résultats évidemment assez mitigés. C'est certain, et ça restait exceptionnel. Mais on a commencé à voir des Bambi, etc. Enfin, des femmes Bambi, Coccinelle, c'est ça le... des femmes comme ça. Et en fait, ça restait effectivement très marginal, des destins très marginaux. Et puis ensuite, il y a eu des tentatives d'explication de ce sentiment, de cette dysphorie sur un plan plus psychanalytique, donc ça s'est fait aux États-Unis, en France. On a commencé à chercher et on voit que donc dans
petit à petit, dans un certain nombre de cliniques de genre, c'est le cas notamment au Canada, a commencé à prendre en charge ces enfants, puisqu'il s'agissait d'enfants, en essayant d'appliquer une forme de psychothérapie, c'est-à-dire en appliquant une écoute attentive et en supposant que derrière cette demande se cachait en réalité autre chose. S'exprimait sans doute un malaise qui était là, qui était présent, qui était suffisamment douloureux et tangible pour qu'il faille y répondre. Mais en tout cas, cette idée qu'en écoutant, en accompagnant, en essayant de dénouer les interactions affectives avec les personnes de la famille, les identifications avec l'un, avec l'autre, eh bien, des choses pouvaient se dénouer. Et dans tous les cas, ce qui était observé en tout cas, c'est que ces enfants qui étaient suivis ne persévéraient dans le désir de changer de sexe que dans un très petit nombre de cas. Et que si on avait appliqué sur ces enfants la technique qui est aujourd'hui, en ce qui nous est aujourd'hui demandé, à savoir l'affirmation, eh bien, tous ces enfants... Oula, qu'est-ce que tu réponds là? Non. Ah, c'est lourd. Bref, il peut avoir, effectivement, les enfants peuvent avoir une dysphorie de genre quand ils sont petits et qui peut se résoudre à l'adolescence. Oui. Mais au bout d'un moment, les gens n'affirment pas. Enfin bref, surtout aux États-Unis, vous imaginez pas la galère où les gens sont prêts à faire des procès pour tout et n'importe quoi. Mais je sais pas, mais si vous vous rendez compte, mais pour les enfants, ce sont des années et des années de thérapie. On parle pas d'adultes qui vont dire, qui vont avoir leur traitement hormonal en 6 mois. Non, c'est nettement plus complexe. Donc bon. Auraient été acheminés, auraient été menés vers... Et puis toujours, on est en fait des personnes qui se pensent connaître connaître les spécialistes de la dysphorie de genre, et ils se disent, ils sont dans l'affirmation, etc. Mais faut arrêter de vous prendre, penser en fait connaître mieux que des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Juste arrêtez. Justement, cette autoroute des bloqueurs de puberté, des hormones croisées, puis de la chirurgie, et n'aurait pas pu faire demi-tour, n'aurait pas pu effectivement, finalement, retrouver leur vrai désir. Ce sont des enfants qui, mis à part cette petite minorité qui a continué à souffrir de cette dysphorie, vous voulez dire que ce sont des gens qui ont fini par accepter leur identité sexuelle, leur sexe biologique. Identité de genre, c'est toujours la différence. Bon, bref. Puis on peut très bien avoir une dysphorie de genre et puis être d'accord avec son sexe biologique. Mais je comprends pas pourquoi c'est... Bref, ça va pas faire la différence. Et finalement, on peut vivre... Est-ce que dans cette partie de personnes qui ont pu être soignées, est-ce qu'on retrouve aussi des suicides, comme on peut voir un peu chez les personnes transgenres, ou bien il y a eu une rémission? Est-ce que ces personnes vont mieux après? Certainement. Et sur le long terme. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que ces personnes... Alors, généralement... Enfin, ce que disent effectivement ces soignants, ce que disent les différentes études qui suivent des cohortes qui à chaque fois ne sont pas très importantes, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est que généralement ces enfants ensuite ont plutôt tendance à devenir des homosexuels, voilà. Et effectivement donc vivent leur sexe masculin, féminin, leur homosexualité comme n'importe quelle autre personne de la société. En revanche, les personnes trans, c'est-à-dire oui, et je pense qu'il faut aussi dire, c'est que il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent avoir une dysphorie de genre parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui est très hétéronormée en fait. On se dit il y a beaucoup même d'enfants qui se disent c'est pas normal que je sois attiré par le même sexe que moi, et ils vont se dire le problème c'est que ça devrait pas être mon beau corps, mon vrai corps. Donc on a en fait ce gros problème, on a vraiment une hétéronormativité, bref, on vous dit, si vous êtes, on voit même dans beaucoup de problèmes, où même, par exemple, les homosexuels sont très mal vus, encore aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui se disent, pour accepter leur homosexualité, qui pensent, du coup, que c'est une dysphorie de genre. Non. Et il faut bien faire la différence, parce que ce n'est pas parce que les personnes trans n'ont pas une dysphorie de genre à cause de leur attirance sexuelle, ça n'a rien à voir. Enfin bref, mais oui, et je vois aussi beaucoup de personnes ont pensé en fait, j'avais vu, je sais plus, des personnes justement qui avaient fait des transitions, qui en parlaient et qui en disaient, moi j'avais des comportements qui étaient plutôt associés par exemple à l'autre genre, mais ça n'a aucun sens parce que le fait d'être douce, etc.,
ça ne définit pas votre genre, en fait, ça définit juste qui vous êtes. Et donc, on a tellement mis en avant euh, des stéréotypes de genre que des personnes pensent que du coup, parce qu'ils ont des comportements qui ne sont pas normalement attitrés à leur genre, bah, qu'ils ont une dysphorie de genre, mais c'est pas du tout ça. Euh, je vais peut-être un peu parler de moi, mais je vois par exemple, moi, j'ai jamais eu de problème via mon comportement. Moi, ce qui me pose vraiment problème, ou mon attirance sexuelle, moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment mon corps. C'est comment je me vois, comment je me perçois et comment je me sens. J'ai jamais eu de problème avec mon attirance sexuelle, j'ai jamais eu de problème avec comme quoi il fallait que j'aie des comportements comme ci, comme ça, etc. Donc, voilà, je pense on parle pas suffisamment justement de la dysphorie de genre pour pouvoir dire ce que c'est vraiment. Et justement, plus on parlera et on en parlera, et plus ça permettra d'éviter des erreurs et que des personnes doivent détransitionner. Voilà. Et malheureusement, il y a toute une tranche de la société qui voit en fait tout ce dialogue et tout ce partage de connaissances et qui voit ça en fait comme une agression, parce que pour eux, on est vu comme des marginaux et donc on essaye d'imposer notre vision à tous. Mais non, c'est pas ça. C'est juste, c'est important par exemple de faire des cours là-dessus, même pour les enfants, pas pour leur dire d'être partie des LGBT, mais juste pour comprendre, voilà, pourquoi mon papa, pourquoi j'ai deux papas, pourquoi j'ai deux mamans, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est pour apprendre, et justement plus les gens sont en capacité d'apprendre, et moins il y aura de discrimination, et plus ils seront capables aussi de savoir de se définir en tant que tels. Si vous expliquez clairement la dysphorie de genre et que vous voyez que et vous expliquez clairement que ce n'est pas parce que vous avez une attirance, ce n'est pas parce que vous êtes homosexuel que vous avez une dysphorie de genre, justement ça va peut-être permettre à des personnes de peut-être pas enclencher des soins qui ne seront pas nécessaires. Bref. Qui s'identifient comme trans, qu'elles aient ou non transitionné, comme on dit, gardent un taux de suicide très élevé. Et alors, parce que la menace du suicide est évidemment l'argument majeur pour dire qu'il faut absolument prendre en charge ces enfants en les mettant sous hormones. En réalité, même des études faites en Suède, même par des cliniciens qui sont très favorables à la transition des enfants, continuent à dire que le taux de suicide chez des enfants qui ont transitionné reste très élevé. Donc, ça, c'est toujours lourd, mais en fait, là, vous dites très élevé, mais il a baissé quand même. Au bout d'un moment, toutes les études montrent, en fait, que les personnes qui avaient une dysphorie de genre et qui font une transition vivaient mieux. Et le gros problème, en fait, c'est que le taux de suicide reste aussi important, parce qu'on se rend compte que notre société, il y a encore énormément de discrimination envers les personnes trans, ça soit même dans les commentaires, même partout. Et puis même, c'est triste, mais malheureusement, la transition permet de réduire au maximum la dysphorie de genre. Mais la dysphorie de genre, malheureusement, on ne peut pas la résoudre complètement. Donc ce sont surtout les facteurs de discrimination et encore la dysphorie de genre qui rentrent en jeu. Ce n'est pas la transition qui fait qu'il y a plus, d'ailleurs, il y en a moins d'ailleurs les personnes qui font une transition ont moins tendance à se suicider. Enfin bref. Cet argument-là est très très fragile. Vous citez les pathologies dont ces patients peuvent aussi souffrir avant d'être diagnostiqués dysphoriques. Donc est-ce que c'est parce que ces personnes peuvent souffrir aussi de dépression, d'anxiété, de pensée suicidaire ? Généralement c'est lié, mais c'est la dysphorie de genre qui crée une dépression. Ce n'est pas parce qu'on a une dépression qu'on a une dysphorie de genre. Ou bien est-ce que c'est la pression de la société qui les pousse au suicide ? Alors évidemment, c'est le discours militant. Le discours militant, c'est ces personnes vont mal parce que la société n'accepte pas leurs différences. Donc c'est la pensée victimaire. Alors il y a une autre façon de voir les choses. Ils vont mal parce qu'effectivement, ils vivent un conflit psychique qui est extrêmement douloureux et qui est lié à cette dysphorie. Ça, c'est les deux façons évidemment de l'envisager. Mais non, il y a plus d'une façon. C'est déjà, tu te sens mal dans ton corps parce que il y a la dysphorie qui te fait chier, voilà. Enfin, je suis désolé, mais quand tu te penses quotidiennement à comment tu vas faire pour te couper la bite, voilà, il y a quand même plus agréable, tu vois, même avec les pensées suicidaires, bref, il y a quand même des choses plus cool, dans la vie. Et en plus, quand tu te fais discriminer, oui,
c'est sûr, bah, je sais pas, bah, oui, bah, par exemple, quand j'ai croisé pas mal de trans, justement, bah, qui ont des problèmes, justement, avec des personnes qui se sont fait bah, taper, qui se sont fait jeter des canettes ou des verres dessus, qui se font insulter, etc. Ça joue. Je pense que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez jamais. Je pense que beaucoup de personnes n'ont jamais subi de discrimination, mais au bout d'un moment, enfin, quand la discrimination vient et quotidiennement, etc., mais c'est juste horrible. Et enfin bref, mais juste que vous ne prenez pas en compte cet aspect qui est quand même crucial. Et le but, ce n'est pas de se dire oui, c'est la faute. Non, c'est que ça existe malheureusement. Et le pire, c'est que je vois dans la grande majorité des cas, la plupart des gens s'en foutent. Mais il y a toujours une partie de la minorité qui fait chier tout le monde. Et c'est cette minorité qui va pousser au suicide. Bah justement, les personnes trans, etc. C'est con, mais vous voyez, mais ça paraît euh, bizarre, mais vous voyez, même dans certains quartiers, même les homosexuels ont peur de se tenir la main, vous imaginez, alors qu'une personne trans, vous imaginez le truc. Enfin bref. Il me semble quand même très difficile de défendre que les troubles anxieux, les dépressions, les troubles alimentaires et l'autisme, qui est évidemment pas un trouble psychologique. Non, l'autisme n'a rien à voir avec la dysphorie de genre. Et tu peux très bien être une personne autiste et avoir une dysphorie de genre, bref. Mais qui est un handicap et qu'on retrouve aussi fréquemment dans les populations de personnes trans. Ça semble compliqué de dire que c'est induit par la société quand même. Donc effectivement... Qu'est-ce que tu racontes? En fait, tu n'as rien compris. Est-ce que tu es en train de dire que la dysphorie de genre, la dépression et l'autisme sont dus à la société? Non, non et non. La dysphorie de genre est due en fait parce que bah, les cerveaux des hommes et des femmes sont différents, voilà. Et donc les personnes qui ont dysphorie de genre ont, par exemple pour les femmes trans, vont avoir un cerveau de femme dans un corps d'homme, tu vois. Et donc ça matche pas et ça crée un problème, voilà. C'est pas la société qui en est responsable. Et donc la dysphorie de genre entraîne une dépression et de l'anxiété. Waouh. Et donc c'est la dysphorie de genre qui est responsable de la dépression et de l'anxiété, pas pas la société. Pareil pour l'autisme, qui n'a rien à voir. Enfin bref. Tout ça pour dire non, ce n'est pas la faute de la société. Le grand problème, c'est que la société a tendance à mettre à l'écart et justement à discriminer les personnes qui en souffrent. C'est ça le problème. Bon, je crois que je vais faire une pause ici. Voilà, ça va être la première partie. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis une prochaine. Bisous.